Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 juillet 2026 et notre cher ami Michael Hudson est avec nous. Bon retour parmi nous. Michael. Et je désire d'être ici. Michael, permettez-moi de commencer par la situation dans le détroit d'Ormuz. Le détroit est fermé. Bab el-Mandeb est fermé. Le Yémen a imposé un siège, un blocus à l'Arabie saoudite. Voilà un aspect de la situation. Et votre principal point aujourd'hui, c'est que nous savons à quel point le prix du pétrole a augmenté et continue d'augmenter en ce moment. Il est à plus de 98, si je ne me trompe pas. Mais Michael, votre point de vue, c'est de regarder la situation dans son ensemble. Vous vous souvenez que Donald Trump a récemment avancé l'idée d'un péage de 20% dans le détroit d'Ormuz. Puis il a dit, plus tard il a dit, non, je ne vais pas leur imposer 20%. Je vais accepter leurs investissements, les investissements des pays du CCG, aux États-Unis, au fil du temps, pendant que les États-Unis continuent de combattre l'Iran en Asie occidentale. Donc ils vont nous rembourser, parce que nous sommes là pour eux, pas pour nous. Parce que nous n'avons pas besoin du détroit d'Ormuz. Eux en ont besoin. Nous nous battons pour eux. Ils doivent rembourser. Mais votre point, c'est que ce que fait Donald Trump est totalement différent. Personne n'en parle. De quoi s'agit-il selon vous? Trump a un plan à long terme. Dès 2018, lors de son premier mandat, il disait vouloir être un président de la paix. Et par là, il voulait dire « Je vais libérer la balance des paiements américaine et l'économie américaine de l'obligation de financer leur guerre à l'étranger. Je vais faire payer nos alliés. Je vais faire payer les pays que nous protégeons. » Et en 2018, il a dit « D'abord, les pays de l'OTAN. Nous voulons nous retirer de l'OTAN. Qu'ils paient le coût de leur propre défense contre la Russie. » Puis il a ajouté « Regardez les pays de l'OPEP. Ils sont très riches. Ils ont l'argent. Et nous protégeons ces pays. Cela nous coûte très cher. Ce sont eux qui devraient payer. » Son plan, qu'il avait déjà annoncé en 2018, était de faire payer à l'OPEP le coût de toutes les dépenses militaires américaines en Asie occidentale, en Arabie saoudite, aux Émirats, ainsi que tous les combats contre l'Iran. Eh bien, la question, c'était de savoir comment faire. Et la guerre contre l'Iran a inspiré à Trump un moyen d'extorquer, en gros, de l'argent aux pays de l'OPEP. Quand l'Iran a dit qu'il voulait imposer des péages, une fois passée la période d'attente de 60 jours prévue par le protocole d'accord, il voulait utiliser ces 60 jours pour mettre en place son administration du trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Les compagnies devaient s'enregistrer. Quelle est la valeur de votre cargaison? Quelle est la société propriétaire du navire? Où va votre cargaison? Quel est votre itinéraire? Et vous devrez éteindre vos transpondeurs pour que nous puissions suivre votre trajet. Toute cette paperasse pour que dès la fin de la période de 60 jours, l'Iran commence à facturer ce service. Eh bien, finalement, Trump a une idée. La première réaction des États-Unis au projet iranien, ça a été « Eh bien, c'est contraire au droit de la mer. » Le droit de la mer dit qu'on ne peut pas imposer de péage dans les eaux internationales, sauf si l'on est la Turquie avec le Bosphore, ou l'Égypte avec le Nil et Suez, ou encore le Panama. Ils ont tous bénéficié d'une clause d'antériorité dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Mais l'Iran ne l'a jamais signé, pas plus que les États-Unis d'ailleurs. Les États-Unis ont donc affirmé que la revendication financière de l'Iran était illégale, qu'ils ne pouvaient pas le faire. Mais ensuite, Trump a dit « Eh bien, vous savez, nous allons percevoir l'argent, tous les péages, pour nous-mêmes. » Et Trump a déclaré « À partir de cet instant, les États-Unis seront désormais connus comme le gardien du détroit d'Ormuz. » Mais à ce titre, par souci d'équité, ils seront remboursés à hauteur de 20% de toutes les marchandises expédiées, pour tous les coûts nécessaires
à l'accomplissement de la mission de sûreté et de sécurité dans cette région très instable du monde. Et aussitôt, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré « Nous sommes très heureux que Trump ait fait cette déclaration, parce que ce qu'il dit, c'est que le droit de la mer ne s'applique pas aux pays situés dans une zone de guerre. Nous sommes en guerre, pas seulement avec les États-Unis, mais aussi avec Oman, qui a servi d'hôte à l'armée américaine pour y installer des bases. Donc nous sommes concernés. Alors bien sûr, nous pouvons facturer un péage, mais nous n'allons pas facturer 20%, ni rien qui s'en approche, alors que Trump veut 20%. Nous calculons environ 1/7 du montant que Trump réclame. L'Iran prévoyait de facturer environ 40 milliards de dollars par an au titre des péages, et cela parce qu'il affirme « Nous sommes en guerre avec les États-Unis. Les États-Unis ont perdu cette guerre. » Elle n'a pas atteint ses objectifs. Donc nous avons gagné. Et puisque nous avons repoussé la tentative des États-Unis de nous vaincre, nous voulons exiger des réparations. Mais nous savons que les États-Unis et leurs alliés vont bloquer toute demande de réparation devant les tribunaux, année après année. Nous allons commencer à faire payer des droits de passage dès que le protocole d'accord expirera. Eh bien, dès que Trump a fait sa déclaration, le secrétaire Rubio s'est beaucoup inquiété de ce qu'avaient dit les Iraniens. Il a dit « Oh là là, Trump vient d'accepter le principe selon lequel on peut faire payer des droits de passage. Nous ne voulons pas de ça. » Il s'est donc entretenu avec Trump et le lendemain, Trump a fait une nouvelle déclaration. Trump a dit « J'ai décidé de remplacer la redevance de remboursement américaine de 20% par des accords commerciaux et d'investissement que les différents États du Golfe concluront aux États-Unis. » Ces investissements seront massifs, mais en même temps extraordinairement coûteux. C'est une bonne chose pour eux et pour leur avenir. Eh bien, Trump a essentiellement entrepris de conclure toute une série d'accords volontaires. L'idée, c'était que les Émirats, l'Arabie saoudite et d'autres pays co-investissent ou versent des fonds à des entreprises américaines de technologie de l'information et d'intelligence artificielle pour les plateformes de données qu'elles construiraient et qu'elles ont déjà commencé à construire, à Bahreïn et aux Émirats. Et de fait, les Iraniens l'ont vu. Il y a une semaine, les Iraniens ont bombardé les installations d'Amazon à Bahreïn en raison de ses politiques en matière d'information. Et la position de l'Iran est désormais la suivante. D'abord, il a dit « Nous avons deux objectifs. Le premier, évidemment, est de faire sortir l'armée américaine de la région. Et maintenant, c'est à peu près la même chose qui a été accomplie. Les bases militaires américaines ont été bombardées et mises hors d'état. Mais à présent, on se rend compte que, eh bien, il faut mettre fin non seulement à la présence militaire américaine en Asie de l'Ouest, dans ces pays arabes voisins, membres de l'OPEP. Il faut stopper toute la symbiose économique entre l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats, ces pays-là, et les États-Unis. Parce que leur cœur et leur politique iront là où se trouvent leurs espoirs d'argent. Et s'ils disposent d'un ensemble de technologies de l'information américaine et de toutes sortes de moyens pour fournir leur pétrole aux entreprises américaines là-bas, afin d'alimenter toute l'électricité dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets d'intelligence artificielle, qu'ils ne peuvent pas réaliser aux États-Unis parce qu'il n'y a pas assez d'électricité ici. Et il faut beaucoup de temps pour construire de nouvelles sources d'électricité. Et les différents États américains bloquent tout cela, parce qu'ils disent que si l'IA utilise l'électricité qu'elle prévoit d'utiliser, les prix de l'électricité vont énormément augmenter pour tout le monde, pour les propriétaires, pour les entreprises, pour les usines qui doivent éclairer et chauffer leurs installations.
Tout cela va faire grimper les prix partout dans l'économie. Les États-Unis ont donc besoin d'une symbiose avec les entreprises américaines. Il faut leur dire, si nous voulons avoir un monopole international dans les technologies de l'information et l'intelligence artificielle, alors nous allons devoir établir une symbiose. Nous allons devoir nous installer là où se trouve l'énergie, en dehors des États-Unis, c'est-à-dire dans les pays arabes de l'OPEP. Et donc, si cela se produit, vous allez essentiellement les maintenir complètement dans l'orbite des États-Unis, en exerçant votre pouvoir sur ces pays, en conservant leur argent investi aux États-Unis. Tout comme les États-Unis ont confisqué les 100 milliards de dollars d'épargne iranienne en Occident, venant de Corée du Sud, qui ont été transférés à Bahreïn, aux Émirats et à tous ces autres pays. Le protocole d'accord disait que les États-Unis étaient censés mettre en œuvre l'ensemble de l'accord, en commençant par verser au moins un remboursement de 12 milliards de dollars. Les déclarations de Trump au cours de la dernière semaine ont montré qu'il n'a jamais eu l'intention d'accorder à l'Iran le moindre désengagement du protocole d'accord qu'il avait signé. Il n'allait certainement pas respecter le premier paragraphe de ses engagements, qui consistait à faire pression sur Israël pour qu'il n'attaque pas le Liban. Ça ne se fait pas. Il a immédiatement suspendu toute promesse de verser 12 milliards de dollars, jusqu'à ce que les Émirats, Bahreïn et d'autres pays commencent à restituer à l'Iran les avoirs qu'ils détiennent dans leur pays. Parce que Trump a dit, enfin et Bessent, le secrétaire au Trésor, a dit, en réalité, nous n'allons pas donner cet argent à l'Iran. Nous verserons cet argent sur un compte contrôlé par des responsables du Trésor, qui seront là pour veiller à ce que chaque dollar soit dépensé aux États-Unis, pour des exportations américaines et d'autres dépenses aux États-Unis. L'Iran ne recevra jamais un centime de cet argent. C'est ce que disait le protocole d'accord. Et Trump ne laissera évidemment jamais l'Iran avoir son mot à dire dans l'administration du commerce à travers le détroit d'Ormuz. Parce que si l'Iran avait son mot à dire, alors les États-Unis ne l'auraient pas. Donc immédiatement après la signature de l'accord de principe, le 17 juin, la marine américaine accompagnait déjà des navires depuis le mois précédent pour les guider en leur disant « Restez près de la côte d'Oman. Ce sont les eaux territoriales d'Oman. » Et l'Iran n'a absolument aucune autorité sur ces eaux territoriales. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que disait le protocole d'accord. Il disait que tout le commerce, du début à la fin du Golfe Persique, tout cela devait être administré par l'Iran. Tout cela a été violé. Eh bien, ces derniers jours, on voit maintenant quel est le plan de Trump. Il a dit que les Émirats devaient investir aux États-Unis. Vous pouvez imaginer ce qu'a fait l'Arabie saoudite et ce qu'ont dit les autres pays. L'Arabie saoudite a dit « Nous voulons contrôler tout notre argent. Quelle est cette exigence que vous nous imposez de payer pour la guerre ?» Nous avons déjà, dans le cadre des accords sur le pétrodollar de 1974 et 1975, mis en place toute cette idée du pétrodollar. Les pays de l'OPEP recycleraient leurs revenus d'exportation pétrolière vers les marchés financiers américains, le marché boursier, le marché obligataire et surtout les titres de la dette publique américaine. Mais maintenant, Trump veut que cet argent soit aussi recyclé vers des entreprises américaines, surtout celles qui se trouvent être ses plus gros contributeurs à sa campagne politique, en dehors d'Israël. Ce sont les entreprises des technologies de l'information, les 7 entreprises qui sont dans les puces électroniques, les technologies de l'information, Amazon, Facebook, toute cette série d'entreprises qui ont grimpé, Google, toutes celles-là. Eh bien, vous savez, hier, les États-Unis disaient en substance « Écoutez, l'Arabie saoudite,
Si vous acceptez de verser aux États-Unis l'équivalent de 20% de tout ce que vous obtenez de vos exportations de pétrole, nous allons vous laisser avoir votre propre contrôle, non seulement sur votre armée, mais aussi sur l'enrichissement de l'uranium. Eh bien, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Israël a protesté et les sionistes au Congrès ont protesté. Alors aujourd'hui même, ou ce matin, je crois, Trump a déclaré « Oui, nous allons permettre à l'Arabie saoudite d'investir dans l'enrichissement de l'uranium, mais elle ne pourra pas le contrôler. » Et comme condition à tous les accords que nous concluons avec l'Arabie saoudite et par extension avec les Émirats, ils vont devoir rejoindre les accords d'Abraham. Ils vont devoir reconnaître Israël. Eh bien, en substance, cela fait des pays arabes de l'OPEP non seulement des satellites politiques et militaires des États-Unis, mais aussi d'Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Et l'Iran, désormais, et vous allez le voir dans les prochains jours avec l'évolution de la situation militaire, force les pays arabes à choisir. Cela revient à dire, il y a eu une guerre. Nous allons récupérer les dommages causés par les attaques des États-Unis, d'Israël, de l'Arabie saoudite, des Émirats, de Bahreïn et des pays arabes qui nous ont attaqués. La question maintenant, c'est que les États-Unis veulent une compensation, encore plus d'argent pour eux-mêmes que ce que nous voulons. Quel sera votre avenir? Allez-vous continuer à être des satellites économiques, militaires et politiques des États-Unis, comme vous l'êtes depuis 1964-75, avec le pétrodollar? Ou allez-vous comprendre que les États-Unis ne peuvent pas vous protéger de nous? Ils disent être votre ange gardien, vous protéger. Mais vous avez vu que les armes que vous avez achetées aux États-Unis ne vous protègent pas. Les bases militaires américaines n'ont pas été capables de vous protéger. Les États-Unis, depuis leur base militaire dans l'océan Indien, et maintenant en projet de se relocaliser en Italie et ailleurs, allant même jusqu'à opérer depuis la Grande-Bretagne, ne peuvent pas vous protéger. Alors, avec qui allez-vous vraiment lier votre avenir? Si vous pensez pouvoir gagner de l'argent en concluant des accords économiques avec les États-Unis, en investissant sur leur marché d'actions et d'obligations, ces marchés vont s'effondrer. Car aujourd'hui, vous voyez le pétrole monter et nous nous dirigeons vers une dépression mondiale. Et si vous pensez pouvoir gagner de l'argent en co-investissant avec des entreprises américaines qui veulent investir pour que vous fournissiez du pétrole à leur centre automatisé de traitement de données dans votre pays, alors vous ne savez pas ce qu'est la comptabilité hollywoodienne. Avec la comptabilité américaine, il n'y aura aucun bénéfice, surtout quand les bénéfices réalisés par ces entreprises incluront une facturation des dépenses militaires américaines censées vous protéger, c'est-à-dire tous les coûts de la guerre menée contre nous. Vous protéger, cela veut dire nous faire la guerre. Voulez-vous vraiment être tenu responsable de tout ce que font les États-Unis? Cela va vous épuiser complètement. Quel est votre choix? L'économie américaine va se contracter. L'économie chinoise, les économies asiatiques, ces autres économies auxquelles nous voulons exporter notre pétrole, vont croître. Alors nous, les Iraniens, ce que nous défendons, c'est le libre-échange du pétrole. Le principe du libre-échange que les États-Unis étaient censés instaurer à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Le libre-échange, essentiellement, pour démanteler l'Empire britannique et l'Empire français, et pour que toutes leurs colonies puissent librement dépenser leurs économies de guerre en exportations américaines, en gros. Tout ce libre-échange a désormais été mis de côté, suspendu par la stratégie de sécurité nationale américaine annoncée en décembre dernier. Les États-Unis veulent utiliser le commerce mondial du pétrole comme un point d'étranglement pour contrôler le monde.
Ils veulent utiliser leur monopole sur les technologies de l'information comme un point d'étranglement pour contrôler le monde. Il veut imposer cela au pétrole. Bessent et Trump l'ont dit, à tout le pétrole de l'OPEP, comme au pétrole vénézuélien. Nous allons faire à l'Iran si nous ne pouvons pas le conquérir. Et à l'OPEP, ce que nous avons fait au Venezuela après avoir en janvier enlevé le président Maduro et pris le contrôle de son industrie pétrolière. Tout le pétrole que le Venezuela exporte désormais devra être libellé en dollars. Et tous les dollars qu'il gagnera, ces revenus devront être recyclés aux États-Unis. C'est exactement ce que nous ferons si nous conquérons l'Iran. Et c'est exactement ce que Bessent avait dit le 11 juin, le jour où le protocole d'accord a été signé. Bessent cherchait à faire de la surenchère. L'Iran et a dit « Écoutez, si vous ne signez pas le protocole d'accord, nous allons vous envahir. Nous allons prendre le contrôle de votre pétrole. Et nous allons utiliser toutes vos recettes d'exportation pétrolière en les plaçant sur un compte géré par le Trésor américain, afin de veiller à ce que ce soit le Trésor qui contrôle vos recettes pétrolières et non vous. C'est la tentative des États-Unis de contrôler le pétrole partout. Et ils veulent obtenir le même effet en prenant cet argent recyclé des pays arabes de l'OPEP pour faire la même chose. Ils ne vont pas dire à l'Arabie saoudite et aux Émirats « Vous devez laisser le Trésor vous dire quoi faire ». Mais les négociateurs américains sous Trump vont dire « Voilà le montant d'argent que vous devez recycler aux États-Unis. À vous de choisir. Voulez-vous acheter des actions ou des obligations américaines sur un marché qui va s'effondrer et qui vaudra beaucoup moins? Ou bien, voulez-vous laisser les entreprises américaines venir et vous vendrez votre pétrole aux entreprises américaines, à Amazon, à Google, à Facebook, pour toutes leurs installations de traitement de données. Vous n'aurez pas besoin de l'exporter. Aucun problème. Oubliez Hormuz. Vous leur fournirez directement, à la place, pour rembourser tout l'argent que vous nous devez parce que nous vous protégeons. C'est au fond le plan à long terme. Et c'est un plan pour les États-Unis. Ce conflit avec l'Iran est aussi existentiel pour les États-Unis qu'il l'est pour l'Iran. Beaucoup de gens se demandent comment l'Iran a-t-il pu repousser les tentatives américaines de le conquérir. Eh bien, pour l'Iran, c'est existentiel à cause de toutes les menaces. Les États-Unis voulaient un changement de régime. Ils voulaient installer un autre dictateur client, comme le Shah, ou une sorte d'équivalent iranien de Boris Eltsine, pour privatiser l'économie. C'était un des plans. Mais ce combat avec l'Iran est aussi existentiel pour les États-Unis. Car comment les États-Unis peuvent-ils survivre et maintenir leur prospérité s'ils n'obtiennent pas, d'une manière ou d'une autre, un tribut des autres pays? Les États-Unis ne sont plus ce qu'ils étaient en 1945. C'est ainsi que commençait le rapport sur la stratégie de sécurité nationale en décembre dernier. Nous sommes désormais dans un monde différent. L'Amérique s'est désindustrialisée. Ce n'est plus un grand innovateur et exportateur industriel. Et ce n'est plus non plus la nation créancière qu'elle était en 1945, lorsqu'elle détenait les 3/4 de l'or monétaire mondial. Les États-Unis sont aujourd'hui un pays débiteur, à l'international comme sur le plan intérieur. L'économie américaine est écrasée de dettes. Comment diable va-t-elle pouvoir maintenir le niveau de vie tout en payant le budget militaire de 1 500 milliards de dollars que, je crois, le Congrès vient d'adopter ces derniers jours? C'est maintenant au Sénat d'agir. Comment diable les États-Unis vont-ils maintenir leur prospérité? Le mot prospérité signifie qu'il y a un afflux. Comment les États-Unis vont-ils obtenir cet afflux venant de l'étranger alors qu'ils affichent un déficit commercial? C'est une économie offshore. C'est une nation débitrice.
La seule solution, c'est de trouver des points de blocage dans l'économie internationale. Le pétrole est un point de blocage majeur, et le système du dollar américain en est un autre. Le commerce maritime international, est un point de blocage. C'est pour cela que les États-Unis, c'est pour cela que la première déclaration belliqueuse de Trump, lorsqu'il a pris ses fonctions en 2025, a été « Nous voulons conquérir le Groenland ». Et nous devons conquérir le Groenland pour empêcher que l'océan Atlantique donne accès à l'océan Arctique, par cette route arctique de contournement pour le commerce. Maintenant que le réchauffement climatique fait fondre l'Arctique, le commerce peut s'y développer. Nous devons contrôler le Groenland. Et on a immédiatement dit aussi, bon, une fois que nous contrôlerons le Groenland, si nous contrôlons les mers entre le Groenland et l'Islande, et qu'il existe déjà une liaison entre l'Islande et la Grande-Bretagne, alors nous pourrons bloquer tout le commerce maritime entre l'Atlantique et le côté asiatique, le Pacifique. Et s'ils faisaient ça, si cette voie était ouverte, les pays n'auraient plus besoin du canal de Panama. Et nous ne pourrions plus utiliser le canal de Panama comme point d'étranglement, ce que nous avons fait en empêchant essentiellement la Chine d'investir dans les ports du canal de Panama. Cela fait partie du vaste plan à long terme des États-Unis pour une guerre contre la Chine et contre la Russie. Ils ont donc besoin de ce verrou sur le pétrole pour s'assurer que les alliés de l'Amérique et les pays de l'orbite financière du dollar américain ne puissent pas commercer avec des pays dont la production pétrolière est indépendante des États-Unis, comme l'Iran et auparavant le Venezuela. Les États-Unis ne permettront pas aux pays d'exporter du pétrole ni d'importer du pétrole depuis des pays qui ne fixent pas le prix de leur pétrole en dollars et ne recyclent pas ces dollars vers les États-Unis. Autrement dit, les États-Unis veilleront à ce que l'ensemble de l'industrie pétrolière soit soumis à leur contrôle. C'est de cela qu'il s'agit dans la lutte contre l'Iran. Les États-Unis incluent désormais le détroit d'Ormuz, ainsi que l'accès à la mer Rouge et à l'Égypte, dans leur contrôle des mers. Toute l'idée selon laquelle le droit de la mer des Nations Unies régit les mers est passée par la fenêtre. Les États-Unis l'ont remplacée par leurs propres exigences. Et si vous reliez cela à leurs exigences en matière de technologie de l'information et d'intelligence artificielle, vous avez 3 points de passage obligés qui, avec le système financier que les États-Unis imposent aux autres pays, sont le seul moyen pour les États-Unis de maintenir leur prospérité. C'est pour cela que le rapport sur la stratégie de sécurité nationale disait, en substance, que nous ne pouvons pas assurer notre sécurité nationale, ni maintenir notre niveau de vie si d'autres pays ont leur propre sécurité nationale. Ils ne peuvent pas avoir leur propre souveraineté, ni la capacité de commercer librement et d'investir librement dans le monde entier. Tout cela doit être centré sur les États-Unis. C'est l'exigence que posent les États-Unis. Et c'est l'Iran qui a mené la lutte contre cela. Il a beaucoup plus résisté que la Russie ou n'importe quel autre pays en disant « Non, nous voulons premièrement le libre-échange du pétrole. Vous ne pouvez pas contrôler notre production pétrolière. Vous ne pouvez pas nous faire ce que vous avez fait au Venezuela ou au pétrole russe. » Et en ce moment même, alors que les États-Unis attaquent la production pétrolière iranienne, ils bombardent aussi des raffineries russes par l'intermédiaire de l'OTAN. Le guidage américain a orienté les missiles de l'OTAN tirés depuis l'Ukraine vers la Russie en ciblant ses raffineries de pétrole, sa production de gaz et ses infrastructures de commerce extérieur. Car des responsables américains ont dit « Maintenant que nous combattons l'Iran et que les prix du pétrole ont augmenté, ils viennent de dépasser les $100 aujourd'hui, Nima. Les États-Unis disent
Eh bien, nous ne voulons pas que la Russie soit la bénéficiaire de la crise pétrolière qui fait flamber les prix. $100 maintenant, 200 peut-être en août, peut-être 250 d'ici septembre. Nous ne voulons pas que la Russie en bénéficie. Nous devons bombarder ces installations pétrolières. Et la guerre contre le pétrole russe, c'est-à-dire le bombardement de ces installations, se déroule simultanément au bombardement par Trump d'installations iraniennes ici. Tout cela fait donc partie de la même stratégie, une tentative des États-Unis pour, d'une manière ou d'une autre, rétablir leur contrôle sur le commerce du pétrole, qui est un élément central de la politique étrangère américaine depuis un siècle. Et c'est pour cela que les États-Unis et le MI6 britannique ont renversé Mossadegh dès les années 50. C'est pour cela qu'ils ont soutenu le Shah. C'est pour cela qu'ils ont imposé une dictature afin de maintenir le contrôle de cette stratégie pétrolière. C'est de cela qu'il s'agit dans la lutte contre l'Iran. Cela n'a rien à voir avec le fait que l'Iran voudrait une bombe atomique. L'Iran n'a pas. Toutes les agences américaines, ensemble, sont d'accord. L'Iran n'a fait aucune tentative pour construire une bombe atomique depuis 2 décennies. Tout cela n'est qu'un prétexte. Il s'agit de l'Iran et de toute tentative d'un pays de contrôler ses propres réserves de pétrole, de fixer le prix de son pétrole dans des monnaies autres que le dollar, de conserver les recettes de ses exportations pétrolières sur les marchés financiers d'autres pays au lieu de les recycler vers les États-Unis. Et c'est une fois ici les États-Unis, ils ont. Et c'est ce qu'ont fait les sanctions des États-Unis. L'Europe a suivi, tout comme les satellites de l'Amérique en Asie, en cherchant à isoler l'Iran, la Russie et avant cela, le Venezuela. Mais au final, les États-Unis se sont isolés eux-mêmes, en obligeant le reste du monde à faire un choix. Allez-vous laisser les États-Unis contrôler tous les grands monopoles qu'ils ont mis en place? Le pétrole, les technologies de l'information, le transport maritime, les marchés financiers dollarisés. Ou allez-vous suivre ce que l'Iran essaie de faire, avec le soutien désormais de la Russie et de la Chine? C'est la grande division du monde qui est en train de se produire, et elle est existentielle pour le monde entier. C'est ce qui fait que, de fait, c'est la Troisième Guerre mondiale. Et comme dans toutes les guerres, je pense que nous allons voir que le résultat de cette Troisième Guerre mondiale, lorsqu'elle touchera à sa fin, si elle y touche un jour, ressemblera beaucoup à la fin de la Première Guerre mondiale en Europe. À la fin de la Première Guerre mondiale en Europe, les monarchies européennes ont pris fin. Il y a eu une transformation politique. Malheureusement, le démantèlement de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, entre la France et la Grande-Bretagne, a permis aux Britanniques d'imposer des oligarchies clientes, des sheikhats clients dans toute l'Asie occidentale. Eh bien, aujourd'hui, l'une des conséquences de cette guerre en Iran, vous pouvez l'appeler la Troisième Guerre mondiale, vous pouvez l'appeler la guerre du pétrole. Moi, j'aime l'appeler la guerre du pétrole, parce que c'est de cela qu'il s'agit. L'une des conséquences, ce sera le même bouleversement politique qu'après la Première Guerre mondiale. Les monarchies des Émirats, de Bahreïn, de l'Arabie saoudite elle-même ne peuvent pas continuer d'exister sous leur forme actuelle en tant que satellites des États-Unis. Le fait que les cheikhs et les grandes familles de ces pays aient déjà leur épargne aux États-Unis les enferme, en réalité, dans une situation où ils sont pris en otage par les États-Unis. On leur dit « Nous avons votre épargne. Vous savez, je pense que vous devriez faire ce que nous voulons, sinon nous allons débiter, enfin, saisir vos avoirs et rembourser les États-Unis du coût de votre protection. » Bien sûr, cette protection, c'est du racket. C'est une logique d'extraction. C'est prédateur. Cela fait d'eux des satellites.
Donc je pense qu'il y aura un accord entre les États-Unis et les Sheikhats d'Arabie, disant « Très bien, les cheikhs peuvent garder l'argent qu'ils ont déjà aux États-Unis. Tout ce que les États-Unis et les cheikhs conviennent de considérer comme leur argent, c'est acceptable. Mais maintenant, nous allons créer des gouvernements indépendants dans toute l'Asie occidentale, qui seront comme l'Iran et comme le Yémen, et qui soutiendront ce nouvel ordre économique international remplaçant l'ancien ordre économique extractif des États-Unis. C'est de cela qu'il s'agit, économiquement, dans cette guerre. Michael, cela correspond en quelque sorte à ce qu'a rapporté le Financial Times. Il estime que le Trésor américain a vendu environ 13 milliards de dollars de pétrole vénézuélien depuis qu'il a pris le contrôle du Venezuela. Et jusqu'à présent, le peuple vénézuélien a reçu quelque chose comme 300 millions de dollars, soit environ 2,5% de ce qui a été vendu. C'est tout simplement incroyable, ce qui se passe dans le cas du Venezuela, parce que cela pourrait être l'arrangement envisagé pour l'Iran. C'est le gros titre à la une du Financial Times aujourd'hui. Ils ont mené leur propre enquête là-dessus, et c'est formidable. Le Congrès demande aux États-Unis, à l'administration Trump, qu'avez-vous fait de cet argent? Et comme le souligne le Financial Times, ils n'ont pas obtenu de réponse. Et sur le site Internet, les Vénézuéliens doivent faire une déclaration pour dire combien avons-nous réellement reçu? 300 millions de dollars. Cela représente 2,5% de l'ensemble des exportations. Les 13 milliards de dollars que le Venezuela est estimé avoir effectivement facturés et reçus pour ses exportations, sur les comptes dont Donald Trump a dit qu'il assurait personnellement la gestion et la direction. Vous avez donc le Venezuela qui subit le pire tremblement de terre de son histoire. Il a désespérément besoin de soutien et il ne peut pas utiliser ses propres revenus pétroliers pour se relever et sauver son économie. Et les États-Unis disent, vous voyez, le socialisme ne marche pas. Ce n'est pas le socialisme qui ne marche pas, c'est l'impérialisme américain qui ne marche pas. Les sanctions américaines, avec lesquelles les États-Unis ont étranglé Cuba, puis maintenant le Venezuela, depuis des décennies, ont empêché le socialisme de fonctionner. En disant, essentiellement, qu'aucun pays ne peut avoir de souveraineté s'il possède des réserves de pétrole, des biens ou des actifs que les États-Unis veulent s'approprier. C'est le néocolonialisme américain. Et il y a un excellent article dans le Financial Times qui dit « Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé à tout ça? Je suis très heureux que cela ait mis tout cela en lumière. » Et vous pouvez voir maintenant ce que cela signifie pour la déclaration de l'Iran. Pas étonnant qu'il lutte pour son existence. Pas seulement pour éviter d'être démantelé, divisé en régions, avec les Baloutches venant de l'Est et les Kurdes du Nord. Il lutte aussi pour empêcher que sa propre capacité d'exportation de pétrole soit saisie, comme cela s'est produit au Venezuela, et pour conserver la possibilité d'avoir un endroit où il peut recevoir les paiements de son pétrole. Contrôler son pétrole ne représente qu'une partie du problème. Une fois qu'il faut l'exporter, il faut le facturer dans une monnaie. Et si on le facture en dollars, alors il faut maintenir sa monnaie dans un système financier centré sur les États-Unis, qui permet aux États-Unis d'ordonner à leurs alliés de confisquer tout cet argent. Comme les États-Unis, on voit ce qu'ils font en Asie occidentale. C'est ce qui est arrivé aux réserves d'or de l'Irak. Qu'est-il arrivé aux exportations de pétrole de l'Irak? Les États-Unis ont pris en charge la vente de ce pétrole. Ils le vendent et gardent tous les revenus des exportations sur leur propre compte. L'essentiel serait reversé à Israël, si j'ai bien compris.
C'est ainsi que les États-Unis ont traité la Libye. Ils ont saisi les réserves d'or libyennes. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Aucune déclaration. Qu'est-il arrivé aux exportations de pétrole de la Libye? Eh bien, il n'y a eu aucun compte-rendu à ce sujet. Ce que les États-Unis ont fait au Venezuela doit être considéré comme le modèle de ce qu'ils veulent imposer à tous les pays. La Libye, l'Irak, l'Iran, maintenant les pays arabes de l'OPEP eux-mêmes, la Russie. On peut énumérer toute la liste. C'est le plan des États-Unis pour diriger l'économie mondiale, s'ils parviennent d'une manière ou d'une autre à en garder le contrôle. Michael, dans le chapitre que vous avez envoyé, Je vais publier ça d'ici 1 ou 2 semaines dans The Democracy Collaborative et ce sera aussi sur mon site web. J'y travaille, je mets tout ça en forme. Mais est-ce que vous avez des citations à en tirer? quoi que vous vouliez, je veux en lire une partie, parce que je le lisais, et il y a un point très important lié au protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Vous voyez la stratégie américaine de tactique du leurre et de la substitution dont vous avez parlé. Cela veut dire qu'ils vont, enfin, s'ils vous donnent votre argent, s'ils vous rendent votre argent, est-ce que vous devez l'utiliser de la manière dont les États-Unis veulent que vous l'utilisiez? Cela veut dire que vous allez acheter, comme cela a été évoqué à propos des avoirs iraniens gelés. Les États-Unis ont dit qu'ils allaient acheter chez nous du blé et des huiles de graines. Oui, de l'huile de graines. Ils ne vont pas, vous savez, ils ne vont rien acheter d'autre. C'est cette politique que vous avez évoquée, que vous qualifiez de tactique de l'appât et du piège. Accepter, puis imposer ensuite bien davantage de conditions qui affectent toutes les relations des pays que vous essayez d'aider. Vous prétendez vouloir les aider, mais au final, vous cherchez à faire pression sur eux pour qu'ils achètent tout ce que vous voulez qu'ils achètent. C'est cette politique que vous venez d'évoquer. Et concernant le protocole d'accord, Michael, pensez-vous qu'il soit possible que les deux parties se rapprochent à nouveau? Parce que jusqu'ici, ce qui s'est passé et la manière dont vous le décrivez, tout tourne autour du pétrole. Il ne s'agit pas, vous savez, du programme nucléaire iranien, comme Donald Trump ne cesse de le dire. Tout tournerait autour du programme nucléaire iranien. Mais comme vous l'avez dit, il me paraît tout à fait logique que tout tourne autour du pétrole iranien et du contrôle de ce pétrole. Il ne s'agit pas seulement de l'Iran. Il s'agit de la situation dans son ensemble, puis de s'en prendre à la Chine. Il n'y a aucun point de rencontre possible entre soit nous vous contrôlons, soit vous êtes indépendants. Il n'y a pas de juste milieu. Si Trump commence chacune de ses déclarations en disant « Nous devons empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique », c'est comme George W. Bush et Cheney affirmant que l'Irak avait des armes de destruction massive alors qu'il n'en avait aucune. C'est entièrement un mensonge. Mais pourquoi Trump dirait-il cela? Il le dit parce que toute tentative de rétablir réellement la supervision américaine et israélienne sur les installations du gouvernement iranien servirait à permettre à quelqu'un comme M. Grossi de continuer à transmettre tout ce qu'il obtient. Il dirait « Bon, laissez-moi voir où se trouvent les installations ». Puis il transmettrait immédiatement ces informations au service de renseignement israélien. Laissez-moi parler aux scientifiques et leur demander où ils se trouvent. Quel est votre nom? Quelle est votre adresse? Quel est votre numéro de téléphone? Les donner immédiatement aux États-Unis pour qu'ils les donnent aux Israéliens afin de les tuer, de les assassiner avec des assassins à moto. Il n'y a aucune chance que l'Iran laisse un jour revenir ce qui se présente comme une autorité des Nations Unies, mais qui fait en réalité partie du Mossad israélien et américain. Et il n'y a aucune raison de le faire. Mais quand vous dites que tout repose sur
nous ne ferons pas une seule chose tant que nous n'aurons pas résolu le programme iranien de bombes atomiques. Eh bien, ça va prendre 5 ou 10 ans. On va faire traîner ça pendant 5 ou 10 ans. Et cela veut dire qu'on va utiliser cela comme tactique de retardement afin que rien ne soit fait du tout concernant l'Iran. C'est donc un détournement complètement mensonger de tout le reste. Et il faut regarder ce que les États-Unis disent qu'ils vont faire. Les responsables américains sont remarquablement directs lorsqu'ils disent exactement ce qu'ils veulent faire. Et dans mon article, je pense que la déclaration la plus directe venait du secrétaire au Trésor Bessent, le 24 juin de cette année. Il a accordé une interview télévisée à Fox and Friends et il a déclaré « Tout tourne autour de la domination du dollar. La domination du dollar est essentielle. Et pour obtenir cette domination, nous devons contrôler le commerce du pétrole, la monnaie dans laquelle le pétrole est coté et les destinations vers lesquelles il est envoyé. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de conquérir le pays et de placer le Trésor américain à la tête de tout le commerce d'exportation de pétrole. » Je veux dire, c'est stupéfiant de voir à quel point les États-Unis ont été directs en disant exactement ce qu'ils veulent faire. Tout comme Trump est direct lorsqu'il dit « Eh bien, non seulement nous voulons contrôler le pétrole, mais nous voulons utiliser tous les revenus générés par le commerce mondial du pétrole pour financer les dépenses militaires de l'Amérique dans le reste du monde. » Nous n'allons pas payer nos dépenses militaires. Nous ne sommes pas une puissance militaire. Toutes ces dépenses militaires sont engagées par d'autres pays pour se défendre. Ils aiment tout simplement la façon dont l'Amérique est une démocratie. Et l'Europe paye désormais sa propre défense contre une invasion russe. Et l'OPEP va payer sa propre défense contre la conquête iranienne. C'est le prétexte fictif qui permet d'imposer cette mainmise financière américaine sur les ressources financières mondiales, ainsi qu'un monopole américain sur le pétrole, sur le commerce maritime, sur l'intelligence artificielle et sur le système financier du dollar. Le monde va-t-il se soumettre à un monopole mondial néocolonial sous contrôle américain? Ou bien notre pays va-t-il être souverain, libre de commercer avec qui il veut, dans la monnaie qu'il veut, et de consacrer les revenus de son commerce pétrolier à son propre développement ou à des investissements selon ses propres choix? Et bien sûr, c'est aussi ce que les États-Unis veulent, au bout du compte, faire à la Chine. La Chine en est donc parfaitement consciente. C'est pourquoi la Chine et la Russie aident les Iraniens en leur fournissant des informations satellitaires sur les endroits précis qu'ils vont bombarder. Vous savez, pour la Chine et la Russie, cette guerre est aussi existentielle qu'elle l'est pour l'Iran et pour les États-Unis. Elle est existentielle parce qu'elle déterminera la manière dont la civilisation mondiale sera structurée pour la prochaine génération et au-delà. Oui, je suppose qu'ils comprennent parfaitement ce qui se passe dans le cas de l'Iran. Parce que le Venezuela a été une énorme surprise, si tant est qu'on puisse parler de surprise, pour le marché pétrolier chinois. La Chine recevait du pétrole du Venezuela. Elle a perdu le Venezuela. Et dans le cas de l'Iran, si les États-Unis pouvaient faire quelque chose à cet égard, imaginez, 20% du marché pétrolier serait entre les mains des États-Unis. Ce serait un énorme problème et un défi pour la Chine. C'est exact. Et n'oubliez pas les 5% du commerce mondial que les Yéménites remettent désormais en cause via la mer Rouge. Les Yéménites empêchent les navires commerciaux saoudiens de se rendre dans quelque pays que ce soit, sauf la Chine. Aujourd'hui, les Yéménites ont autorisé un pétrolier transportant 2 millions de barils de pétrole à franchir le passage stratégique de la mer Rouge pour aller en Chine. Et maintenant, la question est la suivante. Que vont faire les États-Unis?
Les États-Unis vont-ils saisir ce pétrolier une fois qu'il aura traversé l'océan Indien en route vers la Chine? Vont-ils bombarder le pétrolier? Les États-Unis vont-ils autoriser ce commerce entre l'Arabie saoudite et la Chine? Ou vont-ils dire « Nous ne laisserons pas l'Arabie saoudite commercer avec la Chine. Nous l'autoriserons uniquement à commercer avec des pays approuvés par les États-Unis. » C'est l'épreuve de force qui se joue alors que ce pétrolier fait lentement route vers la Chine. Oui, très bonne remarque, Michael. Merci. Merci beaucoup, Michael, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Eh bien, j'ai résumé les choses très brièvement. Et dans l'article que je publierai dans quelques semaines, j'aurai toute la documentation à ce sujet. Très bien, très bien. Vous allez publier ça sur votre site Internet, oui? Alors, allez sur michaelhudson.com et vous pourrez y trouver tous ces articles. Et vous allez mettre le lien vers votre livre dès qu'il sera publié. Oui, sur votre site Internet. Et sur mon groupe Patreon, je donne un avant-goût de tout ça et j'y publierai aussi des nouvelles. Très bien. Vous pouvez suivre Michael sur Patreon et sur son site Internet. Merci beaucoup, Michael. Merci de me consacrer toute cette heure aux questions économiques. Oui, exactement.